Bonjour à tous, bienvenue dans ce point de marché proposé par DailyFX France. Valentin Franc avec vous pour vous faire une analyse de la séance européenne du lundi 19 juin 2017. Alors bonjour à vous François, bonjour Brigitte, bonjour Pascal, que des habitués, c'est parfait. Enfin c'est parfait, j'accueille bien évidemment les nouveaux, mais ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, bon, séance asiatique plutôt bullish que nous allons voir dans un petit instant. Et donc la stratégie sera un achat sur les indices européens en intraday, en swing à long terme. Vous connaissez tout simplement mon positionnement sur les indices européens. Alors bonjour à vous, Jean-Marie. On commence tout de suite par l'avertissement légal sur les risques. Trader Forex et ou les CFD implique un niveau de risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes super votre dépôt. DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Alors, le résumé de la science asiatique qui n'est pas encore terminé, mais le yen qui se replie, ce qui profite tout simplement aux indices Nikkei en progression de 0,62% à 8h41, le CSI, le Shanghai, il est à 0,77 et plus 0,77, excusez-moi, j'ai oublié de changer la couleur, et le Hang Seng à plus 1%. Donc clairement, on a les indices japonais qui sont haussiers après une clôture des marchés américains vendredi qui était plutôt euh, mitigée. On a eu une petite impulsion haussière sur les indices européens en fin de journée, qui étaient les 4 sorcières. Donc le CAC, comme nous allons voir, il avait clôturé en hausse, chose qui est assez euh, je ne dirais pas rare lors des 4 sorcières, mais c'est pas non plus très courant. Aujourd'hui, pas d'annonce économique majeure, donc ça va être une analyse technique qui va régner sur les marchés. C'est pour cela que la séance européenne va être particulièrement haussière, je pense, parce que la séance asiatique l'était. Donc c'est le retour de la petite peau au risque. En plus, on a le gold qui recule, on a le yen qui recule. Donc voilà, concrètement, on a tout pour que les indices européens progressent. On n'a pas d'annonce économique, on a eu le yen qui a publié sa balance commerciale en repli, ses importations qui ont augmenté, donc forcément la balance commerciale qui recule. Le calendrier économique de la semaine. Alors, lundi, donc on l'a fait, il y a pas grand-chose. Mardi, on aura les minutes de la RBA, donc la Banque centrale d'Australie à 3h30 du matin. On aura un discours du gouverneur de la BEE, James Carney, à 9h30. Mercredi, nous aurons, alors c'est les minutes de la BOJ à 1h50, les stocks de pétrole brut à 16h30, la décision des taux de la RBNZ à 23h. Jeudi, nous aurons les ventes au détail canadiens, l'indice des prix de logement aux États-Unis. Donc, il faut savoir que bon, la Fed a décidé d'augmenter ses taux le 14 juin dernier. Malgré cela, on a des indicateurs économiques qui, voilà, comment dire, ralentissent aux États-Unis, que ce soit le marché de l'immobilier, que ce soit l'inflation, on a globalement des indicateurs qui ralentissent et les récents chiffres qui ont été publiés sur les permis de construire et les ventes de logements ont tout simplement confirmé ce ralentissement. Voilà, donc nous restons attentifs, le marché reste attentif à ce que dira la Fed lors de la prochaine réunion qui sera en septembre, il me semble les prochaines minutes, où elle devrait annoncer donc donner plus de détails sur le tapering, donc sur la baisse de la dette de la Fed. Et donc voilà, c'est assez comment dire, ce ralentissement des indicateurs économiques est assez inquiétant et en fait ça pourrait tout simplement remettre en cause le cycle haussier de la Fed, donc pourquoi pas rompre, mettre un terme au cycle haussier pendant, je sais pas, une année par exemple, tant que les indicateurs économiques ne redeviennent pas haussiers. Enfin, on a la confiance des consommateurs de la zone euro jeudi et vendredi, donc nous aurons des indices PMI, indice PMI manufacturier et services allemands à 9h30, zone euro à 10h, 15h45 aux États-Unis, l'inflation à 14h30 au Canada et la vente des logements neufs. Voilà, vendredi à 16h. Voilà un petit peu pour le calendrier économique. On passe sur le marché. Alors, tac. Voilà.
Alors le Nikkei, il est en progression, il repasse au-dessus des 20 000 points, on est en graphique 4 heures. Donc voilà, à mon avis, les indices ont fait leur point bas la semaine dernière, les indices qui sont de plus en plus corrélés. Si on compare un petit peu le Nikkei avec le CAC, l'Eurostoxx, depuis le début de l'année, eh bien ils sont assez similaires. Alors, on passe donc sur le Shanghai, vous voyez, Hang Seng plus 1,13%, rebond sur les 25 000 points, 25 653 points, la moyenne mobile à 50 périodes. Là, concrètement, c'est retour à 26 000 et ensuite au précédent plus haut à 26 083. Voilà. Après, ça ne sert à rien, focalisez-vous sur un ou deux indices, ça sert à rien d'acheter tous les indices parce que vu leur corrélation qu'il y a, ça revient à acheter la même chose quasiment. Le Shanghai. Alors le Shanghai, premier objectif, ce sera le retour à 3165 points. On a un parfait rebond sur les 3117 points. Et voilà, concrètement, c'est bullish. Le Nikkei, on revient sur les 20 235 points. Le CAC 40, ah bah voilà, bon. Mon objectif, c'était les 2300 points. À noter que l'objectif de vendredi avait été atteint. Donc là, 2320, là on est sous résistance. Alors, avant de vous dire d'acheter plus que ce niveau de prix, on va regarder un petit peu DAX et l'Eurostoxx. DAX, ouais, en fait, les indices sont revenus sous résistance. Hein. Donc le DAX, l'objectif c'est 12 921. L'Eurostoxx, alors il va venir donc chercher, on va chercher une clôture weekly. Voilà, on aura ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là. Alors je viens chercher tout simplement les plus hauts weekly. Hein. Tac. Voilà, donc premier objectif 3590. Ensuite 3600, 3616. Voilà, vous avez toutes les résistances devant vous. Donc premier objectif 3590 points. Celle-ci, je peux l'enlever. Voilà. On peut l'enlever, donc 3590, donc là il y a 15 points. De toute façon, à terme, hein, ça c'est l'objectif intraday, à terme, les indices sont haussiers. Donc moi je ne vise pas 3590 sur l'Eurostoxx. Je vise, pour être honnête avec vous, alors je vise les 3838 points. Voilà. 3830 points, 3800 points, c'est la zone de résistance que je vise pour du moyen long terme. Voilà, donc après ça va dépendre de votre horizon de temps. Intraday, vous pouvez viser 3600 points, on va dire, 3590, 3600. En swing, 3616, 3650. À moyen long terme, on vient chercher les 3800, tout simplement. On regarde l'IBEX, donc l'indice espagnol. L'indice espagnol donc qui se porte plutôt bien, on a un beau rebond. L'indice espagnol qui est un peu plus volatile et qui affiche une meilleure performance que tous les autres indices européens, que le CAC, le DAX, l'Eurostoxx. Donc pour ceux qui veulent de la performance, ça vient des pays du Sud. Si on regarde l'indice portugais, si on regarde l'indice, pas l'indice italien parce qu'il a été confronté à ce fameux problème des réformes des systèmes bancaires, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se passe dans les pays du Sud. On a la croissance, l'inflation qui superforme, mis à part bien évidemment l'Italie, mais si on regarde le Portugal, l'Espagne, on a l'inflation qui superforme vis-à-vis de la zone euro, le taux de chômage qui oriente à la baisse, donc c'est des indicateurs économiques qui sont plutôt satisfaisants, en tout cas qui rassurent les marchés, il n'y a plus vraiment de crise des pays du Sud. Maintenant, pour ce qui est de l'Italie, moi, ma prévision, alors je pense que l'Italie va trouver un moyen de se réformer. On voit déjà des petites banques qui commencent à faire le pas. C'est tout simplement la situation qu'on retrouve de la situation espagnole qu'il y avait il y a 3-4 ans. Donc voilà, l'Italie, je ne vais pas dire qu'il y a 3-4 ans de retard, mais en tout cas sur le système bancaire, on retrouve la même situation que connaissait l'Espagne il y a 3-4 ans. Et maintenant, le système bancaire espagnol est solide, passe les stress tests, a suffisamment de capitaux, bref, il est, j'ai envie de dire, quasiment comme le système bancaire français ou allemand qui est solide. Voilà, donc le secteur bancaire européen qui est pénalisé par les banques italiennes,
devraient faire, je pense, leur retour dans les prochains mois, prochaines années. Ça va prendre du temps, mais c'est ça qui c'est un des points noirs de la zone euro. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas lu mon article sur les prévisions de la zone euro, je vous invite à le lire parce que je fais vraiment un bilan. Je l'ai écrit le vendredi dernier. Je fais un bilan d'un point de vue fondamental et technique sur les paires en euros et donc bien évidemment sur les indices européens. Parce que bien évidemment, si l'analyse est baissière pour la zone euro, si elle est négative, si elle n'est pas bonne, elle sera aussi baissière donc sur la monnaie unique et sur les indices. Voilà, donc l'IBEX. L'IBEX, moi je suis haussier, donc à court moyen terme, on vient chercher les 11 000 points, ensuite ce sera 11 180 et à terme, alors les indices des pays du Sud qui ont vraiment comment dire du retard par rapport aux autres pays, aux autres indices. Donc là, l'IBEX est calculé de la même façon quasiment que le CAC, donc c'est-à-dire sans les dividendes réinvestis. C'est pour ça qu'on retrouve ce point haut sur le CAC également. Vous voyez, CAC. Oui, waouh, j'avais pas remarqué ça, mais la corrélation entre le CAC et le DAX est juste magnifique. Donc depuis, alors, regardez un petit peu pourquoi je vise les plus hauts sur l'IBEX. Voilà, donc l'IBEX en jaune, le CAC en bleu. Donc le CAC a dépassé ses plus hauts de 2015. Vous voyez, là, il fait son pullback. L'IBEX ne l'a pas fait. Donc c'est cet objectif-là que je vise. C'est les 11 860 points sur l'IBEX. Donc oui, ça va prendre du temps, mais c'est un objectif, je pense, qui est réalisable dans les mois à venir. Voilà. Je pense qu'avec un faible effet de levier, c'est un petit peu comment dire, une position facile à prendre et qui peut rapporter, je sais pas, sans effet de levier, ça peut rapporter au moins 10%. Avec effet de levier, avec une bonne gestion de stop, etc., on peut facilement arriver sur un gain de 20-30% sur cette position-là, sur une année. Encore une fois, on n'a pas forcément besoin de passer 1000 trades en une année pour faire 20%, 30%, 50% de bénéfices. Seulement quelques positions bien placées avec du beau potentiel, une bonne gestion du money management, c'est suffisant pour faire des bons résultats. Donc ne vous fiez pas au nombre de trades, regardez simplement le risque-reward ratio et je pense que sur la IBEX, qui est plus qu'intéressant. Par exemple, pour faire une analyse, on peut faire par exemple, on se dit qu'on peut mettre un stop, on invalide le scénario en cas de retour sous ce plus bas là, on vient viser donc on vient viser ici, et vous voyez que vous avez un risque du reward de 1,48, donc ce qui est plutôt pas mal. Avec une gestion agressive, on aura un risque reward de 7,31, de 3,74. Donc ça peut être vraiment intéressant. Voilà, 3, on retrouve quelque chose à 3 points. Donc voilà, sans effet de levier, honnêtement, même sans effet de levier, l'IBEX, il est vraiment intéressant. Si on regarde l'indice portugais, c'est encore mieux, etc., etc. Donc voilà, vous avez mes objectifs sur tous les indices européens, enfin l'IBEX, l'Eurostoxx, le CAC, le DAX en intraday, en swing et à moyen long terme. Donc voilà, vous connaissez clairement mon positionnement. Alors on regarde le Forex, l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, il est soutenu par la baisse du spread France-Allemagne. On regarde également ce spread. Alors on regarde donc c'est l'allemand moins l'américain. Le spread obligataire allemand moins le spread obligataire américain. Et on peut voir alors. Ouais, cette corrélation que moi je surveille. Donc tout simplement, quand c'est en rouge, on a le spread, donc le spread qui augmente. Et ça vient donc généralement, ça veut dire que le spread allemand diminue, ou en tout cas sous-performe. Donc le taux allemand, pardon, sous-performe. Et dès qu'on a une baisse, c'est le taux
américain qui superforme, donc qui est baissier. Donc là, on a une baisse des baisses des taux américains et là, on a une baisse des taux européens. Globalement, le taux allemand représente le taux européen. Et vous pouvez voir que le taux européen, eh bien, il était plutôt bon. Ici, on a les taux européens qui étaient achetés, enfin qui étaient, pardon, baissiers, et donc on avait une hausse du spread. Et si on regarde maintenant les taux au sein de l'Union européenne, donc on regarde le 10 ans moins 10 ans français moins le 10 ans allemand. Alors, et là vous pouvez voir quand même que la tendance, en fait les taux, ce spread là, c'est l'euro. Le spread qui est représenté représente l'euro. Voilà, donc l'euro qui est supporté par des taux plutôt bas. Du côté des États-Unis, les taux sont à 2,2% environ. On a des statistiques économiques qui ralentissent, comme je vous l'ai dit, alors que dans la zone euro, on a une croissance qui progresse, une inflation qui progresse, on a un taux de chômage qui diminue. Donc, c'est pas des indicateurs qui sont aussi bons que les États-Unis, mais la tendance est plutôt bonne, elle est plutôt saine, et c'est ce que regarde le marché. C'est est-ce que l'environnement s'améliore? S'il s'améliore, c'est un environnement où les marchés peuvent investir. C'est voilà, simplement intéressant d'investir dans une situation économique qui est plutôt bonne, en tout cas qui s'améliore, plutôt qu'une économie qui ralentit. Voilà, donc l'euro-dollar, je pense qu'on a fait le point bas à 1,1137, 47, 1,1150, clairement. Maintenant, je pense que le cours va retourner aux alentours des 1,1277 et ensuite revenir chercher les 1,14. En intraday, on viendra chercher les... Voilà, en intraday, on viendra chercher les 1,1228. Je pense que c'est le niveau de prix 1,12 déjà. Voilà, on a une baisse, un beau chandelier baissier. Voilà, que ce soit en intraday ou pour la semaine, on viendra chercher dans un premier temps les 1,1228, ensuite 1,1242 et enfin 1,1277. Alors Pascal qui nous demande le GBP-UD. Alors je vais faire un tour des paires majeures et ensuite je passe sur le GBP-UD. Alors GBP-USD. Donc GBP-USD, alors c'est plutôt haussier. Vous voyez qu'on a 3 chandeliers consécutifs de hausse. L'objectif c'est le haut du range, c'est-à-dire à 1,2817 $ pour une livre sterling. Voilà, donc ça c'est l'objectif de swing trading, tout simplement. USD-CAD, alors l'USD-CAD qui est affecté par le rebond du pétrole. Le rebond du pétrole fait pression sur le cours. Si on regarde USD-CAD versus oil, donc le baril, alors on va faire même quelque chose d'un peu plus intéressant. On va faire 1 moins le pétrole, donc c'est-à-dire l'inverse du pétrole. Donc là, c'est le pétrole qui est inversé. Et vous pouvez voir que clairement, quand on a une hausse, alors quand on a une hausse du pétrole, on a une hausse, on a le CAD qui superforme. Alors le meilleur graphique en fait pour illustrer cela, c'est le CXY. Voilà. Donc là, on a le dollar canadien en chandelier et on a le pétrole en noir. Comme vous pouvez le voir, on a ces deux actifs qui sont corrélés positivement. C'est-à-dire que quand on a... Alors, voilà, dès qu'on a une baisse du pétrole, on a une baisse du dollar canadien. Dès qu'on a une hausse du pétrole, on a une hausse, en tout cas le dollar canadien qui est tiré vers le haut. Nous sommes d'accord. Et donc, si on regarde l'USD CAD, on a l'USD CAD qui est sous pression pour deux facteurs. On a déjà le dollar US qui est baissier depuis le début de l'année.
Et de l'autre côté, récemment, on a eu la semaine dernière un rebond du pétrole et donc fait pression sur cette oblique haussière, ce niveau de support. D'un point de vue technique, c'est très intéressant pour l'acheter, mais étant donné qu'on a un rebond du pétrole et que le pétrole est sur un niveau de support plutôt intéressant, on est sur les 45 $, donc c'est, je pense, une zone où l'OPEP pourrait agir, pourrait décider de geler encore plus sa production pour faire remonter les prix du baril, parce que là, concrètement, le pétrole est sur un niveau de prix qui est le même avant le premier gel de la production. Ça veut dire que son gel de la production n'a pas vraiment n'a pas servi. Voilà, il n'a pas été efficient. Donc c'est pour ça que l'OPEP pourrait décider de réagir sur les 45-43 $ si le cours, bien évidemment, évolue dans cette tranche de prix pendant quelques séances, pendant quelques semaines. Voilà. Donc considérons qu'on est sur une zone de support intéressante, importante sur le pétrole. Ça veut dire pétrole qui est potentiellement, qui a des chances d'être haussier dans les prochaines séances, prochaines semaines, et donc fera pression sur l'USD et sur l'USD4, et donc cassure de l'USD4 direction les 1,30. On vient chez l'USD Yen, donc qui casse son oblique haussière poussée par la baisse. C'est la baisse du Yen hein, qui soutient l'USD4, l'USD Yen, pardon, parce que l'USD, si on regarde, voilà, l'USD il est plutôt flat. C'est pas l'USD qui permet à l'USD Yen de casser son oblique haussière. La tendance du Yen, elle est baissière. Donc là, la prochaine résistance est 112,078. Voilà, on vient chercher ce niveau de prix. C'est tout simplement les 38,2%. Alors, il faut qu'on... Je vais changer les niveaux de Fibonacci. Donc on vient chercher le point le plus haut, le point de départ, le point le plus bas. Et voilà, 112,24. C'est 61. Donc déjà on a 50%, pardon, 111,58. Et enfin on aura 112,24. Donc ça c'est les deux prochaines résistances. Euro GBP et enfin AUD USD et NZD USD. Donc l'euro GBP il est haussier, il revient au-dessus des 50%. On a un chandelier baissier, donc il est rejeté pour le moment. En intraday, on a une sous-performance de l'euro parce que si on regarde l'euro GBP en chandelier journalier, c'est baissier. L'euro dollar baissier. Si on regarde l'euro yen, bon l'euro yen il devrait être haussier quand même parce que le yen il est clairement à la baisse. Voilà, l'euro yen il est haussier, donc on avait une divergence haussière qui avait été annoncée en H4 il me semble. Voilà, en H4 on avait une divergence haussière validée, donc on avait un scénario retour à 125,80 à terme. Si on regarde par contre l'EuroCAD, à mon avis l'EuroCAD il est plutôt baissier, étant donné qu'on a un rebond du CAD, voilà. L'EuroCAD en tout cas n'est pas vraiment orienté à la hausse. Néanmoins en H4 on a une divergence haussière, donc faisons attention. Si on a la cassure de 50, la divergence haussière sera validée et on pourra avoir des scénarios haussiers. En tout cas, l'euro, il surperforme vis-à-vis du CAD depuis le début de l'année. Donc, à court terme, moi, je suis plutôt neutre sur l'euro CAD, mais à long terme, je pense, à moyen long terme, je suis tout simplement haussier sur la zone euro, haussier sur la monnaie unique, et donc l'objectif, ce sera les 1,5258. Maintenant, si on regarde l'euro AUD, je pense qu'en intraday, il est baissier. Il y a de fortes probabilités, étant donné qu'il est baissier sur l'euro dollar. Voilà, il est doji sur l'euro, sur l'AUD. L'euro NZD devrait être baissier. Euro NZD. Voilà, il est baissier, le NZD qui superforme. Donc, voilà, donc là, on va chercher un petit peu des... là, on est sur un très bon niveau de support sur l'euro NZD. Néanmoins, je ne vais pas conseiller l'achat sur l'euro NZD, étant donné que le NZD est une devise forte comme la UD, comme l'euro. Il y a des journées où ça va être le NZD qui va superformer, d'autres journées où ça va être la UD, d'autres journées où ça va être l'euro, et au final, bon, depuis le début de l'année, on a une super performance de l'euro, comme on peut le voir. Nous, on a quand même des mouvements assez violents où le NZD prend le dessus. Et d'un point de vue trading, je ne sais pas si cette tendance haussière est, comment dire, tradable et facile à trader. On va plutôt chercher une devise faible avec une devise forte, donc l'euro yen, l'euro dollar,
c'est des paires de devises très intéressantes. L'euro-dollar, hein, qui prend plus de 8% depuis le début de l'année, c'est une des paires qui fait la meilleure performance depuis les débuts de l'année. Voilà, donc l'euro-yen, c'est un trade avec de fortes convictions, 125,80, c'est l'objectif de moyen terme. Enfin, donc AUD NZD, on regarde laquelle superforme. Donc si c'est pas l'euro, c'est soit l'AUD, soit le NZD généralement. Et là on a, bon, techniquement on a un chandelier baissier sur le journalier. On va un peu plus zoomer. Donc là, depuis donc, le graphique il est donc depuis 4 heures du matin heure française, il me semble. Voilà. Oui, 4 heures du matin française. Donc là on a l'AUD qui superforme. Et donc on va chercher l'AUD yen. Voilà, l'AUD yen, c'est une excellente paire de devises en intraday. Et on va venir viser. Donc, de toute façon, on a déjà un objectif sur l'AUD yen. Hein, c'était la borne rose. Donc voilà, hein, il n'y a pas besoin de. Je réitère le scénario hein, pour ceux qui ne l'ont pas, mais c'est 85 yens. Donc là, il y a 37 pips à aller chercher sur l'AUD yen. Trade à forte conviction. Si vous voulez pas acheter à l'AUD yen, vous pouvez chercher le NZD yen. NZD yen, donc l'objectif a été quasiment atteint à pips près. Même s'il n'avait pas été atteint, écoutez, moi je réitère le scénario, je suis haussier sur le NZD yen 81,029. Pour que vous connaissiez comment dire, mon point de vue, pour synthétiser un petit peu, je suis haussier sur l'euro, l'AUD, le NZD. Et je suis baissier sur le yen et l'USD. Le CAD, je ne me prononce pas étant donné qu'on est sur une zone sur une zone de support importante. Mais donc voilà, ensuite il vous suffit juste de croiser ces devises. Donc vous allez avoir des scénarios intéressants sur l'euro yen, l'euro USD, l'AUD yen, l'AUD USD, le NZD yen et le NZD USD. Voilà. Ces 6 paires que je vous ai citées, c'est vraiment les 6 paires du moment, qui sont tradables en intraday, en swing et à long terme. L'USD, je m'abstiendrai de le vendre sur du long terme, pour être honnête avec vous. Mais sur quelques jours, quelques séances, c'est faisable. À noter également que si le dollar US est haussier, l'euro est baissier. Il y a une divergence totalement négative entre ces deux devises. Donc, c'est compliqué d'être acheteur sur l'euro et d'acheteur sur l'USD sur le même horizon de temps et en même temps. Regardez ce graphique. Donc on va regarder le DXY. Donc le XY, pardon. Donc l'euro en jaune. Le dollar en chandelier japonais. Donc comme vous pouvez le voir, on a une hausse du dollar, une baisse de l'euro, une baisse du dollar, une hausse de l'euro. Donc voilà. Donc vous pouvez pas être, ce graphique montre que vous ne pouvez pas être acheteur, par exemple, de l'euro yen et de l'USD yen, ou de l'euro CAD et de l'USD CAD. Voilà, c'est du hedging, parce que le CAD, il s'annule, c'est d'un point de vue mathématique, hein, il s'annule, et en fin de compte, vous avez l'euro sur le dollar, et l'euro sur le dollar, bah voilà, ça revient à acheter l'euro et à vendre le dollar US. Et c'est haussier. Donc ça ne sert, enfin, à part payer 2 fois un spread, si vous voulez payer 2 fois un spread, pourquoi pas acheter l'euro CAD et l'USD CAD, mais sinon ça revient d'affaire de l'euro dollar. Voilà. Alors le GBP-AUD nous demande Pascal. Le GBP-AUD, bon bah alors, le GBP-AUD, on va regarder ça en daily. Donc le GBP cale dessus, alors attention, alors GBP-AUD cale dessus, très intéressant. Enfin, regardez avec le NZD. Moi, le GBP, je ne le traite pas beaucoup, étant donné que c'est assez spéculatif. On n'est pas à l'abri que Theresa May s'exprime et qu'elle dit que ça va être un hard Brexit, et dans ce cas-là, ça va être baissier pour la livre. Donc le GBP-UD, alors, bah, c'est haussier. Alors on va voir regarder ça ensemble. Pour être honnête avec vous, je ne suis pas un grand spécialiste des paires en GBP, simplement parce que c'est très spéculatif, comme je vous l'ai dit, donc je ne préfère pas vraiment j'ai pas de grande conviction, on va dire, sur le GBP, comme j'en ai sur l'euro ou la UD ou le NZD. Voilà. Voilà, donc c'est aussi en intraday.
Et donc on viendra chercher, donc en intraday, ça sera les 1,6856 qui pourront être atteints. Voilà. À noter qu'on a une forte zone de résistance sur cette zone de 20 pips, 15 pips, 1,2856, 1,2871. Voilà, il y a une forte zone de résistance ici. Donc soyez prudents si vous êtes à l'achat. Prenez des bénéfices sur cette zone-là. Donc voilà, pour ce qui est du JBP, alors je vais regarder le JBP NZD pour voir laquelle superforme. Alors c'est le JBP hein, qui est acheté depuis 4 heures du matin. Excusez-moi pour ce problème de son. Alors, depuis ce matin, donc le GBP, enfin depuis cette nuit, le GBP superforme. Donc on peut même faire un achat GBP Yen à la rigueur. GBP Yen pour ceux qui aiment le GBP, ça peut être intéressant à l'achat. Et pour viser, alors on va viser cette zone-là. On va regarder en daily ce que c'est. Voilà, donc 142,49. 142,49. Donc pour être honnête avec vous, il n'y a que 20 pips. Une vingtaine de pips à aller chercher. Pourquoi pas. Sinon, on ira chercher un niveau de prix un petit peu plus loin. Donc voilà. Après, moi, en termes de swing trading, le GBP, honnêtement, je ne préfère rien dire. Je ne préfère pas m'exprimer, étant donné que ça va dépendre entièrement des négociations avec l'Union européenne. Voilà. Mais pour les haussiers, on a des résistances à 142,49 et 143,41. Voilà. Maintenant, vous faites ce que vous avez envie de ces informations-là. Mais moi, je préfère, même si l'AUD, le NZD ou l'euro sous-performent vis-à-vis de la livre sterling en intraday, je préfère quand même me positionner là-dessus. Peut-on voir l'or de la part de Brigitte? Alors bien sûr, on passe sur les matières premières. Gold, sur niveau de support, 1250 dollars. Bon, alors moi je pense, j'ai déjà dit que c'était compté sur un niveau de support intéressant ici. Je le pense également à 1250. On a également les 1248, les 61,8% de retracement de Fibonacci. Donc concrètement, c'est une zone intéressante. Maintenant, la tendance elle est baissière à court terme. Donc voilà, vous voyez que l'or, comment dire, est baissier. Donc on va pas rattraper un couteau qui tombe. Donc on va attendre quoi? On va attendre une divergence haussière avec un rebond, une confirmation par un rebond en daily, une jambe de hausse, et on passera à l'achat pour chercher les sommets annuels qui sont à 1295 dollars. Voilà, en intraday honnêtement, on est à 1250. Donc on est sur une zone de support très intéressant. À mon avis, le cours va se stabiliser, que ce soit 1250, 1248 à la rigueur. Objectif baissé jusqu'à 1248, mais pas plus bas que ce niveau-là en intraday. Enfin le pétrole, écoutez, le pétrole il se stabilise. Hein. On a un prix moyen sur... alors, en H4, les 20 dernières périodes est à 44 dollars, les 50 dernières périodes est à 45,59. La tendance elle est baissière. À très court terme, la tendance elle est neutre. On peut viser les 44,78. Voilà, il y a 20 pips, mais bon, avec le spread, etc., je ne pense pas que ça vaut la peine, pour être honnête avec vous. Mais 45 dollars, voilà, ça sera un cours qui sera probablement revu dans la semaine. Ça va concrètement, je pense, osciller entre 44 et 45 dollars. Voilà. Après, il n'y a pas vraiment de tendance. Donc, est-ce que c'est intéressant de trader un range trading? Voilà. Moi, c'est pas ma stratégie. Donc, voilà, je ne vais pas vous conseiller d'acheter ou de vendre sur le pétrole. Voilà, écoutez, merci à toutes et à tous pour votre attention. On se retrouve sur le site dailyfx.fr et 16h, point de marché spécial sur les matières premières avec Vincent Bois. Et voilà, écoutez, excellente journée à vous tous et rendez-vous demain à la même heure pour un prochain point de marché pour des prochaines stratégies. Donc, comme vous l'aurez compris, en intraday, on achète les indices européens et on vient chercher les récentes résistances. L'AUD, NZD, l'euro un peu moins intéressant en intraday, mais voilà. GBP, AUD, NZD intéressante, on le croise avec le yen ou le dollar US. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention et excellente journée.